Bonjour à tous et bienvenue à la table ronde du coup d'accueil de cette nouvelle édition d'e-commerce Connect. Tout d'abord, je voudrais te remercier Alain. Euh, Organiser des conférences en ce moment, c'est compliqué, on le sait, et pourtant tu te bats tous les jours. J'ai pu vivre ça à tes côtés un petit peu, donc bravo à toi. Aujourd'hui, comme tu l'as introduit, on va parler data, mais surtout on va parler client. Un client doit évidemment être au service et que la data doit être évidemment au service de son expérience. Elle peut permettre aux marques, avant, pendant et après l'achat, de lui proposer une expérience personnalisée, voire intime. La data, c'est pas une suite de chiffres, c'est avant tout une compréhension fine du comportement et des attentes. Alors, comment la data peut devenir un allié dans notre stratégie centrée sur le client? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui avec nos deux invités. Donc d'abord, j'ai le plaisir de vous présenter Delphine Audibert, directrice digitale de Jacadi depuis presque 4 ans, la marque française de prêt-à-porter spécialisée dans les vêtements d'enfants de 0 à 12 ans. Bonjour Delphine. Bonjour à tous. Ensuite, j'ai le plaisir de vous présenter Laure Lee, directrice de la stratégie direct to consumer de Merci Andy, la marque de gel pour les mains dont tout le monde parle en ce moment. Laure a rejoint la marque depuis seulement quelques semaines, mais elle va pouvoir nous éclairer sur la stratégie à venir et la relation si proche qu'a la marque avec ses clients. Bonjour Laure. Bonjour à tous. Delphine, pour commencer, j'aimerais vous poser une question toute simple. C'est quoi votre définition du data marketing et en quoi c'est hyper important au quotidien? Euh, Bonjour à tous. Sur la partie data marketing, une définition simple, je dirais que c'est comment driver l'ensemble de de sa stratégie par la data, comment réaliser ses actions marketing euh, en se basant sur la data. Et effectivement, de plus en plus d'outils et de technologies nous permettent aujourd'hui de pouvoir driver à la fois nos campagnes d'acquisition comme l'affichage de nos messages à nos clients au travers de la data. Euh, je dirais pour conclure que moi, la data marketing, c'est finalement une marketing, enfin, du marketing plutôt euh, un peu scientifique et avec des faits, plutôt que de se baser sur simplement juste de l'intuition et que c'est essentiel aujourd'hui. Alors, c'est vrai que vous parlez de faits et non d'intuition. Alors, c'est intéressant quand on est une grosse marque parce qu'on a du recul et autres. Quand on est une plus petite marque comme Merci Andy qui décolle depuis quelques temps vraiment fort, comment on fait pour ne pas perdre ce qui a fait justement cette intuition de départ, cette intuition dans la relation et comment on fait pour ne pas rendre tout hyper cartésien et hyper scientifique justement? Eh ben, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, on se met là où sont nos clients justement. Et c'est vrai qu'on utilise beaucoup aujourd'hui Instagram et TikTok, là où on a des énormes communautés de chatons. On les met au centre de notre stratégie, c'est-à-dire que par exemple, on va leur demander si demain on met en place une nouvelle solution de transport pour le site internet, est-ce que vous préférez Mondial Relais par exemple ou Relais Colis? Et c'est des choses qu'on fait souvent en story, on fait des sondages pour vraiment avoir l'avis de nos clients et mettre cet avis en place chez nous dans nos stratégies. Et du coup, on arrive à garder, Delphine, justement, ce côté intuition qu'on vient rapporter à de la data, ou est-ce qu'on devient juste focalisé sur une data qui, finalement, quand on parle juste de data, souvent nous raconte le passé. Alors après, on a l'intelligence artificielle qui, de temps en temps, peut nous raconter un peu du futur. Disons que l'intuition reste essentielle quand même dans notre métier, puisqu'on est quand même des commerçants avant tout, que tout n'est pas cartésien, puisque nous sommes, Jacques a dit, nous sommes une marque, donc il y a tout un tas d'émotions, de valeurs et de storytelling au-delà juste des chiffres. Maintenant, ce qui est important, c'est que le client s'attend de plus en plus à avoir une relation personnalisée avec la marque, et donc on présente vraiment, on choisit parmi l'ensemble soit de tous les services, soit de tous les produits que l'on peut avoir, lequel est le plus adapté à lui. Pour moi, ça ne s'oppose pas, au contraire, c'est au service du client et aussi de la marque.
Et du coup, là, vous parliez de personnalisation chez Jacadi. Quelles sont les étapes du parcours client qui changent d'un client à l'autre? Est-ce que c'est des landing pages? Est-ce que c'est des newsletters? C'est des offres commerciales? Comment vous adaptez le discours, le message à vos clients? Alors sur la partie personnalisation, on n'en est encore qu'au début. On a prévu une roadmap assez complète sur le sujet. Donc pour l'instant, effectivement, on a des offres personnalisées en fonction des clients. En boutique, on personnalise en connaissant et en reconnaissant nos clients, leur nom, leur histoire aussi, leur goût. Et on aimerait vraiment sur le site internet réussir à aller jusqu'à la même expérience qu'en boutique, c'est-à-dire effectivement pouvoir connaître et reconnaître les clients. On est en train de travailler sur des messages personnalisés de bienvenue pour adapter en fonction du profil du client, de l'âge de l'enfant, si c'est son anniversaire, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire dès son arrivée sur le site. Et également, on travaille sur de la personnalisation qui est moins visible pour le client et qui est basée sur des données comportementales. On est en train de tester une solution qui score l'ensemble de nos clients au travers de 10 comportements ou de 10 personas. Donc c'est complètement anonyme, donc on n'a pas besoin d'avoir des clients identifiés pour pouvoir le faire. Ça score à peu près 70 à 80% de notre audience dans les 30 secondes, et ça nous permet donc de catégoriser en deux grandes catégories que sont les émotionnels et les rationnels. Et au sein de chacune des catégories, il y a 5 sous-catégories. Et pour chacune des catégories, en fait, on analyse quels sont lorsqu'on fait des A/B tests, les A/B tests qui sont le plus parlants, et on adapte le message. C'est un petit peu comme dans la PNL, où il y a des personnes qui sont soit plus visuelles, soit plus auditives et qui comprennent mieux, ou en tout cas qui sont plus sensibles à certains mots qu'à d'autres. Et donc, on est en train de faire ce travail-là. On a fait par exemple un A/B test qui sur ce qu'on appelle le distance to promo dans le panier, plus que X euros pour bénéficier de la livraison gratuite. On a mis 2 modes d'affichage différents, donc un mode d'affichage avec du texte et un mode d'affichage avec une progress bar. Moi personnellement, j'étais pas du tout fan de la progress bar. On va dire que intuitivement, je ne l'aurais pas fait. Donc on a fait un A/B test, et il semblerait que je sois une émotive, ce qui représente 75% de l'audience de Jacadi. Donc effectivement, ça fonctionne moins bien, mais pour autant, pour 25% de l'audience, la progress bar est beaucoup plus efficace, donc pour les analytiques. Donc voilà, donc par exemple, on a personnalisé ce type d'informations. Demain, on voudrait aller encore plus loin, effectivement, pouvoir personnaliser des contenus et aussi des messages. Ok, intéressant. Laure, de votre côté, vous avez en introduction rappelé que Merci Andy était évidemment très 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 présent sur les réseaux sociaux, que vous confiez donc une grosse partie de votre data à Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Pourtant, en préparant l'entretien, vous me disiez que vous ne faisiez pas toujours confiance à cette data. Et du coup, ma question, c'est plutôt de se dire, finalement, la data qui appartient à d'autres, hein, la third party data, comment vous faites pour la collecter, pour en faire la vôtre, la first party data? Alors, c'est vrai que tout ce qui est story, tout ce qu'on va publier sur nos réseaux sociaux, là, pour le coup, les sondages, on se fie vachement à ce que disent nos consommateurs. Pour la partie plus ads, c'est vrai que je ne me fie pas à 100% aux chiffres qui sont donnés dans les plateformes, parce qu'on a un écart aujourd'hui qui est assez grand avec Shopify. Et pour nous, aujourd'hui, on a choisi la méthodologie de se dire que Shopify est la source qui détient la vérité sur notre data concernant tous les réseaux sociaux qu'on utilise, donc Facebook, Instagram, TikTok et Snapchat principalement aujourd'hui. Et du coup, dans cette méthodologie, on se dit que voilà, une session sur Shopify dure 30 minutes, et que si une personne n'a pas converti suite à un clic à une publicité sur Facebook, par exemple, Shopify ne va pas attribuer cette conversion à la source d'acquisition.
Et pour pallier un peu à ces écarts énormes, l'idée serait de travailler sur un modèle d'attribution un peu plus complexe et de se dire qu'on ne se met plus au last click, qui a permis la conversion, et travailler sur des modèles peut-être linéaires en U et voir un peu l'incrément que peut ajouter chaque source sociale à une conversion finale. Tu peux nous expliquer la différence entre les différents modèles d'attribution? Alors, bien sûr, aujourd'hui, donc le modèle d'attribution qu'on regarde dans Shopify étant le last click, donc c'est le dernier clic qui a permis la conversion chez nous. Ensuite, sur un modèle linéaire, si une personne, pendant son parcours d'achat, est confrontée à plusieurs réseaux sociaux, par exemple Facebook, Instagram, TikTok, et ensuite va convertir sur Snapchat, on va se dire qu'on donne 25% de la conversion à chacune de ces sources. Et ensuite, sur un système en U, reste à définir les différents pourcentages. Mais en gros, l'idée de se dire que la première et la dernière touche qui ont permis la conversion auront un score plus élevé que les 2 touches au milieu. Et là-dedans, on compte pas évidemment le bouche à oreille, la Voilà, recommandation des ce qui amis. est très dur à traquer aujourd'hui. Et vous, chez Jacadi, Delphine, comment ça se passe? On imagine, vous avez des boutiques, vous avez des réseaux sociaux, vous avez un site web. J'imagine que dans le persona aussi des mères de famille, il doit y avoir beaucoup de recommandations. Comment vous faites pour avoir un modèle d'attribution et réussir à monitorer cette donnée chez Jacadi? En fait, il y a certains... Effectivement, le bouche à oreille n'est pas forcément simple à traquer. Maintenant, souvent, il tombe en SEO, en accès direct, donc on les catégorise en notoriété. Après, voilà, sur la partie attribution, effectivement, hein, c'est comme avec Merci Andy, on attribue en fonction de plutôt de la première et de la dernière touche. C'est encore en cours de construction chez nous. Le modèle d'attribution n'est pas encore complètement sec et figé et installé. Donc, on monitore quand même encore principalement sur du last click, puisque beaucoup de nos outils sont encore sur du last click. Donc, pour autant, ce que l'on fait en parallèle, c'est que on a la chance d'avoir quand même beaucoup de données identifiées, notamment en boutique. On a à peu près 80% de nos clients qui sont identifiés lorsqu'ils font un achat en boutique, ce qui nous permet de pouvoir réconcilier les données, de faire des analyses omnicanal de nos clients, que ce soit en boutique ou sur le web. Et alors, on en reparlera un petit peu plus tard, mais sur la partie on-off, comment vous arrivez à faire migrer les 2 données pour en faire qu'une seule? Alors, c'est pas simple. Donc ça, on est sur un chemin de progrès, on va dire. Bon, de toute façon, les étapes dans justement la maturité sur la data sont quand même assez claires. La première étape, c'est d'avoir ce qu'on appelle un RCU, un référentiel client unique. Donc ça, c'est déjà la première étape. Et ensuite, ça nous permet de raccrocher les ventes de l'ensemble des canaux à un seul et même client, avec toutes les règles de déduplication que l'on pourrait avoir. Et ensuite, l'étape suivante, c'est de mettre l'ensemble de ces informations dans un data lake, ce qui nous permet ensuite de pouvoir, que ce soit pour du reporting comme pour de l'activation média ou de la personnalisation on-site, pouvoir aller chercher la donnée en temps réel pour pouvoir servir la bonne information au bon moment, ou pour pouvoir par exemple, en acquisition, un client qui a fini par transformer en boutique et c'est inutile de lui repousser des campagnes de retargeting, même si elle n'a pas acheté en web. Donc, ça permet aussi de créer des listes de repoussoirs, etc. Donc, il y a tout un tas de scénarios après, que ce soit en acquisition, en personnalisation ou en reporting, qui nous permettent de réconcilier les datas et de le travailler de façon unifiée. Vous, Merci Andy, vous n'avez pas encore de boutique, vous avez principalement des revendeurs. Quelle est la donnée que vous pouvez aller chercher justement chez ces revendeurs pour venir agrémenter votre CRM, votre connaissance client?
Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on débute encore. On utilise deux outils différents pour la partie distributeur et pour la partie online. Donc, j'ai pas encore eu le temps de travailler sur ces sujets-là, je t'avoue, Sébastien. Et, mais aujourd'hui, j'imagine que dans la stratégie, vous avez de la donnée qui remonte des distributeurs. Est-ce que c'est de la donnée plutôt qualitative en se disant, tiens, les gens ont plutôt aimé, ou est-ce que c'est du quantitatif et il y a un partage d'informations sur le trafic en boutique, sur les compléments d'achat? Est-ce que les gens qui ont acheté Merci Andy, ils ont aussi acheté telle marque ou vice-versa? Aujourd'hui, la donnée, on va dire qu'on remonte le plus grâce aux distributeurs. Souvent, c'est quand on fait de la co-ad. On va pouvoir avoir de la donnée sur les visites, les taux de rebond sur les pages, les taux de conversion sur les différents sites des distributeurs, donc Sephora, Marionneau, Nocibé, Monoprix. Et après, ce qu'on peut avoir aussi qui est assez intéressant, c'est des listes d'opt-in récupérées grâce, par exemple, au calendrier de l'Avent qu'on voulait lancer en décembre 2020. Chez Sephora, on a pu récolter 20 000 adresses email, notamment sur IMIA. Et donc après, c'est des choses dont on peut se resservir, nous, dans notre CRM, sur notre outil Klaviyo, qu'on utilise pour shooter nos bases clients. Ok. Et chez Jacadi, aujourd'hui, vous avez plus d'une centaine de boutiques, hein, c'est bien ça? Oui, on en a 350. Ok, j'ai loupé la donnée. Plus d'une centaine en France. C'est ça. Okay. Voilà, plus d'une centaine en France et 350 en tout, partout dans le monde. Et quelles sont les données en boutique, mis à part les données transactionnelles, que vous arrivez à récupérer? Et est-ce que ces données-là, c'est des données un peu globales ou est-ce que vous arrivez à les individualiser? Alors, en boutique, donc, on récupère. Donc, en fait, on a un programme de fidélité qui est un programme payant d'ailleurs, qui ouvre un certain nombre de privilèges et de belles attentions pour nos clients. Dans les informations qu'on leur demande, on leur demande le moins de choses possible. Déjà, parce que la réglementation nous impose de limiter au strict nécessaire la récolte de données, et deux, parce qu'on n'est pas là pour connaître toute la vie du client, juste par curiosité, on va dire. Et ensuite, ça serait un vrai frein à la récolte de données. Mieux vaut vraiment sélectionner les bonnes données. Donc nous, les informations qu'on leur demande, c'est civilité, nom, prénom, et on leur demande également le prénom et la date de naissance de leurs enfants, de façon à ce qu'on puisse leur offrir, le jour de leur anniversaire, un chèque de 10 €. Ok. Et c'est tout? Vous n'avez pas de comportement lié au trafic, lié au... Non, après, bien sûr, on leur demande leur adresse email pour pouvoir les contacter, ainsi qu'on leur propose de recevoir nos communications. Pareil sur le numéro de téléphone. En revanche, on se limite à ça, et on fait plutôt de l'analyse comportementale ensuite sur les achats, sur leurs habitudes, pour leur proposer des services personnalisés. Ok. Récemment, j'ai assisté à une conférence avec le groupe Les Mousquetaires Intermarché, qui commençait justement à traquer l'ensemble du comportement des clients. Alors pas de façon pas de façon personnelle, mais de façon un peu globale, sur les produits qu'ils prennent en rayon, ceux qui reposent, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites? Parce que finalement, vous n'avez que la traçabilité sur ce qui a finalement été acheté, mais pas sur ce qui aurait pu décevoir. Effectivement, et on n'a pas non plus l'information sur le visiteur, en fait. Alors, on a des portillons qui nous permettent de traquer le nombre de visites en boutique, mais ça se limite à ça. Effectivement, il y a des boutiques qui sont très, on va dire, sophistiquées et avec beaucoup de technologie pour traquer soit les déplacements au sein de la boutique, soit effectivement je prends, je pose. Après, ça reste quand même des dispositifs assez chers. On est plutôt, nous, dans une boutique
avec un conseiller qui fait de la vente assistée, qui accompagne son client et donc on se base plutôt sur de l'intelligence humaine pour aller conseiller, pour se souvenir et pour nous remonter l'information que tel produit est manquant ou autre, ou voilà. Donc pour l'instant, en tout cas, et ça n'a pas vocation à. En fait, on tient vraiment à ce que chez Jacadi, on est une entreprise à taille humaine, avec des valeurs très fortes, et on se base beaucoup sur la relation, sur le lien que peut entretenir le conseiller avec ses clients. Et pour le coup, ce type de data, on ne l'a pas, mais on l'a par ailleurs par des feedbacks des équipes ou autres. Donc, en tout cas, c'est pas ce qui me manque le plus aujourd'hui. Et du coup, c'est quoi qui vous manque le plus? En fait, moi, ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est vraiment un feedback détaillé de l'ensemble de nos clients sur leur expérience d'achat ou de contact avec la marque. Donc, on a ces feedbacks un peu génériques. On va regarder les avis que les clients nous laissent sur Google. On leur demande également ce qu'on appelle le NPS, c'est-à-dire qu'on leur demande s'ils recommanderaient Jacadi. Mais l'étape suivante, c'est vraiment de leur demander, de leur poser des questions un peu plus ouvertes sur leur expérience, d'avoir des outils d'analyse des verbatims qui nous permettent sans avoir à passer des jours et des jours à lire des pages entières de verbatim, nous pré-mâcher la donnée et nous remonter les points les plus saillants sur l'ensemble des points de contact en 360, c'est-à-dire qu'aussi bien sur le web, après avoir été sur les réseaux sociaux, après avoir été dans une boutique ou après avoir contacté le service client. Laure, en préparant l'entretien, on a parlé pas mal de ta stratégie d'acquisition. Tu m'as parlé que le sel de ta stratégie d'acquisition, finalement, c'était l'exclusion. C'était de savoir finalement exclure les bonnes personnes pour pouvoir acquérir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, totalement. Alors du coup, nous, on est vraiment sur une stratégie d'acquisition full funnel pour toutes nos sources sur les réseaux sociaux, mais aussi bien sur Google, Bing. L'idée, vraiment, c'est de travailler de l'awareness jusqu'à la fidélisation du client en redescendant vraiment le funnel d'acquisition. Et de se dire que, par exemple, en commençant par une campagne d'awareness, l'idée, c'est de cibler vraiment large, puis de redescendre sur de l'intérêt et de la considération en excluant et en retargetant les personnes en excluant les personnes qui n'ont pas été intéressées par notre campagne d'awareness, puis en retargetant avec peut-être un format de vidéo plus court. Si on a fait du 15 secondes en awareness, tester du 6 secondes sur la considération de l'intérêt en retargetant les personnes qui nous ont vues à plus de 75% par exemple. Et vraiment de travailler sur des notions d'exclusion, de si une personne a acheté il y a moins d'une semaine telle catégorie de produits ou moins de 2 semaines, dans ce cas-là, on l'exclut de nos campagnes de la catégorie en question. Vraiment ne pas cibler en double une personne pour éviter la surexposition à nos publicités. Et alors, il y a ne pas viser en double, et il y a le nombre de répétitions. Par exemple, quand on est dans la phase d'awareness chez Merci Andy, quelle est la limite de message que l'on va voir si l'on ne montre pas spécialement d'intérêt? Alors là, aujourd'hui, le cap est à 3 fois par semaine, donc 3 impressions par semaine pour un utilisateur. Si une personne... Comment? Qui ne vous connaît pas, qui n'est pas dans... Okay. Enfin, un nouvel utilisateur qui n'est jamais venu sur le site du coup, donc de l'acquisition pure. Donc 3 impressions par semaine, et au bout de 2 semaines, cette campagne est coupée pour laisser place à une campagne qui redescend plus dans le funnel, donc de l'intérêt ou de l'acquisition, ou de l'achat. Ok. Et dans un contenu, comment tu fais la différence, mis à part là sur la durée, entre de l'awareness, de la considération ou de l'acquisition, du transactionnel? Quelle est votre stratégie quand vous créez le contenu? Alors aujourd'hui, la stratégie qui est en place, qui reste encore à affiner, c'est de se dire, pour une personne qui ne nous connaît pas, au moins ajouter le logo et un claim, donc
travailler vraiment sur nos claims de livraison gratuite, de produits véganes, parfums issus des plus purs arcs-en-ciel, texture magique également. Enfin, vraiment axé sur nos arguments qui représentent vraiment notre marque. Et ensuite, une fois qu'on redescend plus dans le funnel, là, travailler sur des produits, des visuels que des personnes ont déjà pu voir, enfin des gammes de produits que des personnes ont déjà pu voir. Et du coup, là, enlever le logo et travailler plus sur les messages, les descriptions, les call to action dans les boutons, faire de l'A/B test sur le bouton, en savoir plus ou acheter directement, ce genre de choses. Et pour passer à la phase d'achat, c'est la pub de considération ou il y en a une autre après? Alors, considération et achat, c'est vrai que je les considère ensemble Ok, dans mes visuels. ok. Et chez vous, Delphine, comment vous traquez ce funnel aussi de se dire comment vous allez chercher des gens que vous ne connaissez pas, quelle est la stratégie, et derrière, comment vous les, une fois que vous avez cette donnée de gens qui seraient venus, etc., avec quel type de message vous leur reparlez? Effectivement, la plupart de toute façon maintenant des leviers d'acquisition proposent de pouvoir entrer sa base CRM pour pouvoir travailler de façon différenciée, que ce soit sur Google, sur Facebook ou autre. Donc, en termes de stratégie, on est plutôt encore en mode test and learn. L'objectif, c'est effectivement plutôt sur les personnes qui ne nous connaissent pas du tout. On a fait une étude récemment qui montrait que nos clients, enfin, les prospects qui ne connaissaient pas, qui n'étaient pas clients Jacadi, n'étaient pas très au fait du style, alors que nous sommes une marque moderne et avec des prix accessibles. On a lancé une collection essentielle qui permet effectivement d'acheter un polo Jacadi à 19 €, alors que certains des prospects pensent qu'on est une marque très chère, ce qui n'est pas le cas. Donc, sur les prospects, ce que l'on fait, c'est que à la fois, on travaille plus sur des supports type vidéo pour montrer la collection, pour montrer qui est Jacadi, pour montrer qu'on est résolument ancré dans la modernité et dans un style très actuel, tout en étant effectivement sur le chic à la française. Et ensuite, on travaille sur des propositions de produits qui permettent de raccrocher un niveau de prix et de les remettre au goût du jour sur qui est Jacadi aujourd'hui. Et demain, ce qu'on voudrait faire aussi, c'est aller encore plus loin, et à la fois pour nos clients et pour nos prospects, puisque l'étude montre que on a un déficit d'image, en tout cas de connaissance de qui est Jacadi sur toutes nos actions RSE. On va vraiment axer sur prendre la parole sur l'ensemble de toutes nos initiatives RSE, sur le coton organique qui est présent dans 80% de nos produits, l'ensemble de toutes les initiatives, que ce soit des initiatives pour les hommes comme Tohana ou Love My qui propose des collections qui permettent de soutenir des projets associatifs, comme nos initiatives autour par exemple, on a développé un jean qui permet d'économiser plus de 70% d'eau par rapport à la production d'un jean classique, etc. Donc c'est vraiment sur cette partie-là qu'on va insister, et là pour le coup ce sera à la fois les prospects comme les clients, puisque nos clients eux connaissent notre style mais ne connaissent pas encore nos actions RSE qui sont pourtant pas nouvelles. En fait, c'est l'ADN même de notre groupe ID Kids, React for Kids, sauf que habituellement, enfin on va dire jusqu'à présent, on faisait les choses par conviction et non pas par marketing ou autre, donc on n'en parlait pas. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, nos clients nous attendent sur ce terrain-là et ont besoin que l'on communique sur l'ensemble de nos actions, et aussi par transparence vis-à-vis des clients, et parce que demain, une marque qui n'est pas sustainable de toute façon, mais n'a pas vocation à rester, quoi. Bien sûr.
Laure, moi je m'interroge sur un petit truc, c'est que 2020 pour vous a été une année un peu extraordinaire. Personne n'a jamais autant consommé de gel dans le monde, j'imagine. Ça a été un boost énorme. Et du coup, vous avez eu des clients que peut-être vous n'auriez jamais eu s'il n'y avait pas eu la pandémie, qui seraient jamais venus jusqu'à vous parce que peut-être pas directement dans votre univers, etc., mais qui à un moment avaient besoin de trouver des produits parce qu'il y en avait presque plus sur le marché. Comment vous faites la différence entre ces profils de gens qui sont opportunistes produits et les gens qui sont vraiment là pour la marque, pour la qualité, etc.? Alors, c'est une donnée qu'on peut retrouver dans Shopify et aujourd'hui, on s'est équipé d'un outil omnicanal qui s'appelle Gorgias, qui nous permet en fait de remonter la donnée de tous les clients, de leurs derniers achats, de leurs dernières visites sur le site, notamment via de tout contact en fait avec la marque, que ce soit via un réseau social, via un coup de fil comme on est connecté à Aircall, un SMS, un chat sur le site. On peut avoir cette donnée. Et du coup, c'est quelque chose qu'on va réexploiter via notre outil Gorgias qui est omnicanal justement. Et l'idée vraiment cette année, c'est de bosser sur des scores de NPS, de Customer Satisfaction, et en fait de vraiment travailler nos clients par base de données, donc vraiment les top 10 clients, les VIP, et également en fait d'adapter notre stratégie SAV en fonction de la catégorie de clients que c'est pour nous. Ok. Donc il y a un sujet de scoring, du coup, j'imagine, chez vous. C'est quoi C'est plus des règles aujourd'hui, oui. Ok. Ok. Et on a une question à Delphine, justement, sur le scoring chez Jacadi. Comment aujourd'hui vous scorez vos clients, avec quelle plateforme et quelle est un petit peu cette stratégie de scoring? Ah, je vous entends. Oula, pardon. Pour l'instant, notre scoring reste assez classique avec un système de RFM. Donc, on a nos meilleurs clients, les plus fréquents et les clients les plus occasionnels. Ce qui n'est pas simple dans nos profils de clients, c'est que aujourd'hui, on a environ un tiers de nos ventes qui sont plutôt pour du cadeau. Donc, mais c'est pas simple d'identifier que c'est forcément un profil client cadeau. Donc, ce qu'on voit juste, c'est qu'effectivement, on a à peu près un tiers de nos clients qui n'ont pas d'enfants dans l'âge de Jacadi. Donc toute la complexité, c'est de réussir au-delà de comprendre si c'est juste des clients occasionnels parce qu'ils ne sont pas intéressés ou qu'ils ont été opportunistes parce que c'était effectivement les soldes, ils ont profité d'une bonne affaire one shot entre guillemets, ou si ce sont des clients qui ont eu besoin de faire un cadeau mais potentiellement en auront besoin peut-être un jour, un autre jour, voire deviendront un jour par an. Donc c'est plutôt sur cette partie-là qu'on est en train de travailler, de scorer nos clients, essayer d'identifier aussi les grands-parents qui sont pour nous un persona un peu différent, et de passer d'une segmentation très classique RFM à plutôt une segmentation type persona, qui est plus juste en termes de messages et d'adaptation du contenu. Et du coup, quand on parle scoring, souvent on parle RGPD. Qu'est-ce que la RGPD a changé, par exemple, chez Jacadi au quotidien? En fait, on a mis en place un certain nombre de process. Déjà, on a limité, comme je vous le disais, au maximum le nombre d'informations que l'on récolte dans le parcours. Pour vous donner un exemple, on demandait l'âge de la personne, du client. C'était uniquement de façon à pouvoir faire nos analyses et nos statistiques, et donc on a arrêté de leur demander. Pourquoi là, ça aurait pu vous aider sur le côté est-ce que c'est des grands-parents ou pas? Oui. On doit le faire autrement. on le fait plus à partir effectivement d'autres informations où là effectivement
dans le profil du client, quand il nous renseigne son profil client, dans une deuxième étape, on lui demande est-ce que vous êtes grands-parents ou est-ce que ce sont vos enfants. Voilà. Donc après, c'est purement déclaratif et voilà. Mais non, donc ça, on l'a plus. Et aussi, on a mis en place tout un tas de process pour pouvoir supprimer les données à la demande de la personne, de façon à ce que de A à Z, l'ensemble des données soient supprimées sur simple demande. Ce qui n'est pas simple, puisqu'effectivement, les données étant présentes dans différents systèmes, il a fallu trouver voilà, des process et même faire des développements pour garantir ça. Et ensuite, également, ce qui a été mis en place, c'est que, et c'est d'ailleurs été mis en place, nous, avant même l'application de la RGPD, sur la récolte du consentement. On a mis en place un outil qui nous permet qui permet aux clients à la fois d'être transparents sur la récolte de la donnée, à quoi elle va servir, et surtout lui permettre de façon différenciée de pouvoir accepter ou non. Et donc, il peut à la carte choisir de partager sa donnée pour telle information, pour tel type de service, pour avoir tel type de service avec tel partenaire. Par exemple, s'il souhaite avoir une expérience personnalisée sur le site, il accepte que le cookie soit partagé avec Abetisti. En revanche, il peut refuser la publicité, que l'on travaille sur sa donnée pour lui proposer une publicité adaptée. Donc voilà. Et vous avez une donnée là-dessus justement, parce que c'est vrai qu'on lit souvent que les gens finalement n'ont pas trop de problèmes à partager leurs données si l'expérience est meilleure. Est-ce que vous avez, vous, un chiffre sur les gens qui acceptent, les gens qui refusent, voir la proportion ? Alors, nous, on a effectivement à peu près 98% des personnes qui acceptent. Maintenant, on va devoir aller encore plus loin dans l'acceptation, puisque jusqu'à présent, on va dire qu'il y a eu, depuis le mois de septembre, fin septembre, il y a une nouvelle réglementation qui est plus stricte et qui nous impose notamment de mettre exactement au même niveau l'acceptation et la non-acceptation. Donc nous, effectivement, le bouton est d'une couleur différente, donc il va falloir qu'on change la couleur du bouton. Maintenant, nous, l'ensemble des boutons, donc j'accepte, je refuse et je personnalise, est présent. Donc il y a encore quelques ajustements qui, effectivement, potentiellement nous feront perdre un peu de points, mais c'est un sujet qui est effectivement assez clé, puisque dans notre stratégie de personnalisation, dans notre stratégie d'adaptation du contenu, c'est assez clé effectivement d'avoir les informations sur le profil du client. Bien sûr. Laure, on a une question pour toi d'Alix qui nous demande quelle est la partie de ton budget consacrée à l'acquisition ? Alors, dans le budget global, on va dire, dans le split, on va dire, j'ai 33% qui est alloué à la logistique, 33% à l'acquisition et 33% au reste. Du coup, aujourd'hui, c'est un équilibre qu'on aimerait garder. C'était le même en 2020. L'idée, ce serait, si on arrive à faire baisser les frais logistiques, ce budget ira pour de l'acquisition. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'on dépasse plus de 35% max de notre... Donc la logistique que tu parles de l'envoi, etc., ça fait partie du budget marketing ? Oui. Okay. Exactement, ça fait partie de notre budget, créer une expérience de unboxing incroyable pour le D2C, et c'est ce qui fait aussi la force de notre site internet, à la différence de ce qu'on peut vendre chez Marionnaud, Sephora. C'est l'expérience qu'on va proposer sur le site, les séries, les éditions limitées, et également le fait que dans les colis, on peut se retrouver à avoir des cadeaux et des choses magiques. Un mot de Louis, par exemple, ça peut arriver dans les colis également. Ok, c'est intéressant. C'est la première fois que j'entends que la logistique est dans le budget marketing. Je sais que la logistique est de plus en plus marketing, évidemment, mais c'est la première fois que j'entends que c'est dans le mix marketing finalement.
Intéressant, c'est vrai que les jeunes marques ne font rien comme les autres. Tout à l'heure, Delphine, vous avez parlé du NPS. C'est vrai, hein, alors c'est cette fameuse question sur 1 à 10, à quel point vous recommanderiez la marque à un ami. On la reçoit maintenant de toutes les marques. Dès qu'on fait n'importe quel achat, du plus petit achat chez Darty à un appartement ou autre, euh, quelle est la valeur de cette réponse dans le fond? Enfin, la question c'est oui, c'est quelle est la valeur? Tellement on nous la pose, à la fin, est-ce qu'on a vraiment envie de tout recommander à nos amis? Effectivement, ça reste un score qui nous permet, on va dire, c'est un score marché, un KPI qui nous permet de nous positionner globalement. Après, les clients sont effectivement assez sursollicités pour donner leur avis. Je pense que ce qui est important, c'est aussi de travailler la surpression pour nous demander que ça ne sert à rien à chaque fois qu'il a une interaction systématiquement avec la marque de lui demander. L'important, c'est de réussir à avoir un échantillon assez représentatif pour nous donner des informations et des grandes tendances qui vont nous permettre de pouvoir agir. Après, la satisfaction client reste assez clé dans la stratégie, je pense, de toutes les marques. D'où effectivement, j'imagine, la multiplicité des demandes. Maintenant, ce qui est quand même assez certain, c'est que à la fois un client qui a eu une expérience très enthousiasmante et un client qui a eu une expérience très décevante, les deux seront plus enclins à laisser un avis que les personnes qui finalement n'ont pas grand-chose à nous dire, quoi. Et justement, quand on a une expérience très enthousiasmante et que quelqu'un nous dit oui, je vous recommanderais à un ami, quelle stratégie on met en place pour qu'il le fasse vraiment? C'est une très bonne question. Est-ce qu'on a les moyens, justement? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on sort un programme de parrainage, un programme d'affiliation? Comment on fait? Alors nous, le questionnaire est anonyme, donc après donc après on va dire que ce que l'on invite à faire en automatique de façon anonyme, c'est que lorsque la personne est particulièrement contente, il y a un message automatique qui lui indique qu'on les remercie et qu'on les invite à partager leur avis, soit sur Google, soit sur les réseaux sociaux. Après, maintenant, effectivement, l'information restant anonyme, on ne l'a pas du tout de façon consolidée avec le profil du client. Et chez vous, Laure, je sais à quel point Merci Andy est à la fois une marque très 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 émotionnelle, dont on parle beaucoup, dont on a envie de parler, avec qui on a envie de partager les contenus. Comment vous faites justement vous aussi pour travailler cette fidélité par la recommandation? Alors nous, aujourd'hui, le NPS, c'est un score qui nous tient très à cœur. Sur une analyse que j'ai faite pour l'année 2020, on a un NPS France à 69, ce qui est très positif et on est très content de ce score. Et pour justement fidéliser d'autant plus nos clients, on va mettre en place un système de parrainage et l'idée, ce serait de rewarder toute action qu'un client peut faire pour nous et avec nous. Donc, par exemple, s'il nous donne un avis sur un produit, on va le rewarder avec des points. S'il nous donne, s'il fait un achat, ce sera aussi des rewards avec des points dans son compte client. Pareil, s'il parraine un ami, ce serait également comptabilisé. Et l'idée vraiment, ce serait de fidéliser le client comme ça, grâce aux points de fidélité. Donc, on est dans la gamification à fond, quoi. Totalement. Ok, et justement, vous arrivez à traquer l'ensemble de ces actions pour pouvoir faire augmenter son panier de points? Alors, c'est quelque chose qui n'a pas encore été mis en place, ça fait partie de la roadmap 2021. Okay. Et je pourrais te partager ces résultats quand ils seront prêts. Ok. Ça veut dire quoi, Delphine, un client fidèle? Un client fidèle, c'est un client qui est attaché à notre marque et qui revient. c'est la définition. Et après, au-delà de ça, c'est aussi un client qui
demain, au-delà d'un client fidèle, on aimerait avoir des clients ambassadeurs, c'est-à-dire qui vont jusqu'à recommander notre marque et à faire parler de notre marque. Et donc un client fidèle. Et on a la chance, et je remercie vraiment nos clients, puisque on a beaucoup de clients très très attachés à la marque et qui sont très impliqués dans la marque et qui nous témoignent tous les jours sur les réseaux sociaux ou en boutique, effectivement, leur attachement. Et donc je pense que c'est aussi un client, un vrai client fidèle, c'est un client qui le fait savoir et qui se manifeste, qui défend la marque lorsque des détracteurs essayent de la salir. Et voilà, c'est vraiment des clients qui sont autant acteurs et supporters de la marque que la marque elle-même. Je vous remercie beaucoup. On arrive à la fin de cette conférence. Ça fait bientôt une petite heure qu'on discute. Merci beaucoup. Donc, vous l'aurez tous compris, une des créations de valeur les plus importantes se situe dans l'usage et l'interaction de la data et des centres de contact. Les consommateurs sont de plus en plus en attente de services adaptés et personnalisés pour répondre à ce besoin. Il convient donc de collecter de plus en plus de data, mais la data qualifiée. Et c'est pour ça que voilà, vous pourrez construire une vraie relation de confiance qu'en étant aussi transparent, on l'a vu avec les différents témoignages, en ayant un rapport à la confidentialité, à la transparence et au traitement de la data de façon intelligente. Je pense que c'est évidemment beaucoup de pédagogie, on l'a évoqué, de savoir expliquer, de savoir dire et de demander aussi de consentement la data. L'objectif évidemment il est dans la fidélisation, on le sait, sur les réseaux, partout, les coûts d'acquisition augmentent. La fidélisation est donc un vrai levier de business et qui va permettre de créer des vrais avantages évidemment commerciaux, et on l'a vu aussi très très émotionnels à travers une valeur affective. Je pense qu'on a beaucoup parlé de data ces derniers mois, ces dernières années. On en a mis beaucoup de scientifiques. Aujourd'hui, on peut y remettre de l'humain, de l'émotionnel, et ça fait du bien. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux pour votre temps. On vous laisse repartir au travail, parce que ce soit pour Macadi ou Merci Andy, il y a du boulot sur la planche. Vous êtes de superbes marques et ça fait plaisir de vous avoir parmi nous. Merci à tous. N'oubliez pas de vous reporter sur votre planning. Vous avez tous vos rendez-vous commerciaux et je vous donne à tous rendez-vous à 14h10 pour la suite des workshops. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.